Bonjour à toutes et à tous, à l'écoute d'RFI en direct de Paris. Il est 18h, 17h à N'Djamena, 16h temps universel. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mardi 8 juillet. Au sommaire de cette édition, le Qatar, pays médiateur, pays qui fait l'intermédiaire entre le Hamas et Israël, réclame un peu de temps pour essayer d'aboutir à un accord de cessez-le-feu à Gaza. Dans cette édition aussi, Emmanuel Macron accueilli en grande pompe au Royaume-Uni. Et enfin, les taxes imposées par Donald Trump aux autres pays du monde. Nous en parlons dans ce journal avec Nicolas Feldman. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Mais avant de développer ces titres, au Tchad, la libération de notre confrère Olivier Monodji, le directeur du journal Le Pays, mais aussi le correspondant de Radio France Internationale, et 5 de ses co-accusés sont reconnus non coupables par le tribunal de grande instance de N'Djamena. Ils étaient poursuivis pour intelligence avec des agents d'une puissance étrangère, en l'occurrence la Russie. Après plus de 4 mois de détention et plusieurs demandes de remise en liberté provisoire rejetées, Olivier Monodji retrouvera la liberté et les siens dès ce soir, assure l'un de ses avocats. Nous serons d'ailleurs en direct de N'Djamena dans notre prochaine édition. Comment arriver à arrêter la guerre à Gaza? Les pourparlers, les discussions en cours en vue d'un accord de trêve entre Israël et le Hamas vont prendre du temps. Voilà ce que dit le Qatar. Au 3e jour de négociations indirectes entre Israël et le Hamas, le pays qui fait l'intermédiaire, le Qatar donc, indique que les négociateurs parlent séparément avec les 2 délégations, et ce afin d'établir un cadre pour les discussions. Alice Froussard, expliquez-nous ce tel blocage. Tout d'abord, il faut savoir que le travail débute à peine. Les discussions détaillées n'ont pas encore commencé. Nous cherchons à combler les lacunes du cadre de négociation et à trouver un environnement propice. Voilà ce qu'a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed Al-Ansari. En clair, rien n'est fait. Les responsables de toutes les parties, ici Israël et le Hamas, discutent indirectement depuis 3 jours des points qu'ils souhaitent aborder lors de ces négociations. Il s'agit donc de discussions préliminaires menées sous la médiation du Qatar et de l'Égypte, mais les impressions sont positives, rassure le Qatar. Les cadres de l'accord n'ont pas changé, une trêve de 60 jours, 10 otages israéliens et le corps de 18 autres morts en captivité doivent être remis par le Hamas à Israël, et ce, en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Mais plusieurs blocages demeurent. Le Hamas exige un retrait complet des forces en présence, demande que la gestion de l'aide humanitaire soit de nouveau confiée aux Nations Unies et non plus à GHF, la Fondation humanitaire pour Gaza, qui dispose depuis le printemps du monopole de la fourniture de l'aide alimentaire, ce qu'Israël n'est toujours pas prêt à accepter. Alice Froussard, dans votre journal en français facile. Emmanuel Macron est au Royaume-Uni pour une visite d'État de 3 jours. Le président Macron répond à l'invitation du roi Charles III. Avant d'aborder des questions plus politiques dans les prochains jours, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont commencé leur journée par un accueil très officiel au château de Windsor. Depuis Nicolas Sarkozy, cela faisait 16 ans qu'un président français n'avait pas eu un tel honneur. Pour l'ambassadrice du Royaume-Uni en France, cette visite est le signe d'une volonté de rapprochement entre Londres et Paris. Mena Rollins était notre invitée ce matin. Ça montre que les relations entre nos 2 pays sont très importantes dans le contexte actuel. Donc bien sûr, nous avons notre histoire partagée, mais il me semble que à ce moment dans notre histoire, c'est très important de montrer la force, l'amitié entre nos 2 pays. Et pour moi, une visite d'État, c'est une très belle façon de se rappeler des liens entre nos 2 pays.
L'ambassadrice du Royaume-Uni en France au micro de Daniel Vallot. Et puis signe de cette bonne entente entre les deux pays, au moins sur le plan culturel, Emmanuel Macron vient d'annoncer que la tapisserie de Bayeux, cette œuvre d'art brodée qui raconte l'histoire de la conquête de l'Angleterre au XIe siècle, va être prêtée au British Museum de Londres de septembre 2026 à juin 2027. Dans l'actualité européenne, la Bulgarie devient le 21e pays à adhérer à l'euro, à utiliser l'euro comme monnaie d'échange. L'UE a donné son accord officiel aujourd'hui, mais c'est à partir du 1er janvier 2026 qu'officiellement la Bulgarie va abandonner sa monnaie nationale au profit de l'euro. Le journal en français facile. 18h05 à Paris. Un peu de répit. Donald Trump offre un peu de temps à ses partenaires commerciaux. 3 semaines de plus pour trouver un accord, sans quoi il appliquera les droits de douane promis en avril à chaque pays. Nicolas Feldman, bonjour. Bonjour Adrien. Les surtaxes mises en pause en avril devaient de nouveau s'appliquer à partir de demain. Ce sera donc finalement le 1er août. La décision a été actée hier par décret, Nicolas. Un report qui illustre, qui montre le blocage dans ces négociations. Oui, parce qu'en avril, Donald Trump avait affiché son objectif conclure 90 accords avec 90 pays en 90 jours. Sauf que 3 mois plus tard, on est très loin du compte. Aujourd'hui, certes, une trêve, c'est-à-dire une pause a été annoncée avec la Chine. Mais pour le reste, seulement 2 accords ont été trouvés. L'un avec le Royaume-Uni, l'autre avec le Vietnam. La Maison-Blanche n'avait donc pas le choix pour conclure des accords avec tous les autres pays. Il lui fallait plus de temps. Écoutez, Jérémy Guez, il est professeur d'économie à HEC Paris. Négocier un seul accord de libre-échange, ça prend énormément de temps. Les services de la Maison-Blanche n'ont probablement pas trouvé assez d'options pour déclarer victoire. Et donc, décréter un prolongement de la date butoir, c'est une manière aussi, de prolonger cette possibilité de trouver un deal qui pourrait permettre au président des États-Unis de déclarer victoire, tout particulièrement à sa base électorale, qui est la seule qui lui importe vraiment à ce stade. Alors, en attendant de pouvoir déclarer victoire, Donald Trump a remis la pression ces dernières heures sur 14 pays. Sans accord, le Cambodge ou la Thaïlande verront au 1er août leurs produits surtaxés à hauteur de 36%. Ce sera même jusqu'à 40% pour la Birmanie ou le Laos. Point commun de la majorité des pays cités par le président, une bonne partie se trouve en Asie du Sud-Est et ils échangent beaucoup avec Pékin. En d'autres mots, Donald Trump leur met un ultimatum et leur demande de choisir entre les États-Unis et la Chine. Merci Nicolas. Nicolas Feldman dans votre journal en français facile. Dans l'actualité française, c'est un énorme panache de fumée qui s'élève à l'heure actuelle au-dessus de Marseille. Un feu de forêt et de broussailles au nord de la ville a déjà parcouru 700 hectares. Conséquence, la circulation de certains trains est interrompue et l'aéroport de Marseille est fermé jusqu'à nouvel ordre. Évoquons ce sujet morbide et à la fois encourageant. En France, la mortalité est au plus bas. Les Françaises et les Français meurent moins. C'est ce qui ressort d'une étude. Lou Ekal, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. La première raison de cette baisse conséquente, elle se trouve du côté de la Covid-19. Tout à fait Adrien. En 2022, le virus était la 5e cause de décès en France. En 2023, elle est passée à la 9e place. Pour vous donner quelques chiffres, en 2022, le virus entraînait en moyenne le décès de 55 personnes pour 100 000 habitants. En 2023, on est passé à moins de 19 décès, toujours pour 100 000 habitants. Si les morts liées au Covid ont nettement diminué, ce qui a causé le plus de décès en 2023, eh bien, ce sont les cancers. Élise Coudin est la directrice du CEPIDC, le Centre d'épidémiologie sur les causes de décès de l'INSERM, et elle nous a expliqué quels cancers ont été les plus meurtriers en 2023. Ce sont les cancers du poumon, des bronches et des trachées qui sont les plus fréquents. Maintenant, si on considère que les femmes, c'est le cancer du sein qui cause le plus de décès.
Et chez les hommes, c'est le cancer de la prostate qui se place en deuxième position derrière le cancer du poumon. Autre élément pointé par cette étude, si le nombre de morts baisse à l'échelle nationale, il y a de grosses disparités entre les régions. En 2023, la mortalité est plus élevée dans le nord et l'est de la France, mais aussi dans les DROM, les départements et régions d'outre-mer, notamment à Mayotte et en Guyane. Ces disparités s'expliquent par de nombreux facteurs économiques, sociaux ou encore sanitaires. Ainsi se referme ce journal en français facile. Merci de l'avoir écouté. Je vous retrouve à Besançon pour le congrès mondial des professeurs de français.